Empruntez les chemins insoupçonnés que vous offre la vie. Ici Soraya et chaque mercredi, je vous emmènerai au cœur de nouvelles réalités. Au programme, auto-guérison, psychologie pratique, neurosciences, souveraineté intérieure et bien d'autres thèmes qui élargiront vos horizons pour vivre, mourir et renaître en toutes circonstances. Vous écoutez le podcast des chemins insoupçonnés. Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast des chemins insoupçonnés, le podcast des évolutions, transformations et des connaissances de soi. Des mots qui guérissent, c'est la thématique de ce 3e épisode. Ici, je vais aborder avec vous la place des mots, M-O-T-S, dans le processus de guérison, dans le processus d'éveil, dans le processus de transformation, de réalisation, d'épanouissement. Dans ce processus-là, les mots ont un rôle, pour certaines personnes, fondamental à jouer. Je vous ferai part notamment dans un premier temps de la place de l'écriture dans la connaissance de soi. Ça, c'est pour commencer. Et puis, je vous présenterai la thérapie des mots clamés. La thérapie des mots clamés, c'est-à-dire à quel point l'expressivité, l'expression qui pourrait passer par des mots peuvent être une source d'extériorisation de certains mots et donc d'une certaine guérison quelque part. Et qui fait partie de ce processus de connaissance de soi et qui fait partie de ce processus de transformation et de compréhension de nos schémas intérieurs, de notre évolution et de nos transformations. Lorsque j'affirme que les mots guérissent, pour moi, ce n'est pas une généralité. Il y a des personnes, par exemple, qui ont ce besoin d'expression. Souvent, lorsqu'une personne traverse une situation peut-être compliquée, ou du moins qu'elle trouve compliquée, un des réflexes que j'entends souvent, c'est de dire ne reste pas seul, parle à quelqu'un, exprime-toi, parle, dis tes mots. Et en fait, ça te fera du bien, ça te soulagera, etc. Je suis à moitié d'accord avec ce conseil très précieux, parce que on ne peut pas généraliser à 100% de la population des êtres humains, on ne peut pas généraliser à 100% des êtres humains que ce mode de fonctionnement corresponde à la personne. Il y a des personnes qui effectivement ont un besoin de s'exprimer oralement ou à travers l'écriture. Il y a d'autres personnes qui ne ressentent pas ce besoin, du moins qui ne ressentent pas une amélioration de leur état en exprimant leur état intérieur. Personnellement, je me reconnais dans ce groupe. C'est-à-dire que parler n'est pas forcément mon premier réflexe pour pouvoir exprimer des émotions, des pensées. Mais ce serait pour moi plutôt l'écriture, que je trouve beaucoup plus intime, profonde, et surtout réflexive. C'est-à-dire qu'elle me renvoie à moi-même. Je peux écrire aussi pour exprimer un peu plus en profondeur ce que je ressens, ce que j'observe, ce que j'expérimente, ce que je vois, et qui n'est pas forcément considéré comme une sorte de normalité collective. Et donc en l'écrivant, cela me permet de stabiliser quelque part les émotions. Quelle est la place de l'écriture dans la connaissance de soi ?
Alors peut-être qu'il vous est arrivé de rencontrer en ce moment le journaling, je crois. Bon, c'est toujours des termes anglophones américains. Donc on importe ce mode de vie américain. Il y a des bons côtés, mais lorsque l'on amène des solutions américaines, c'est qu'on amène aussi les problématiques qui les ont causées. Donc voilà, on retrouve par exemple le principe du journaling, écrire, poser ses idées sur un papier. Bon, ça c'est dans plutôt une forme organisationnelle pour les personnes qui recherchent à atteindre des objectifs qui sont plutôt dans l'aspect pragmatique, opérationnel de leur quotidien. D'autres vont mixer les deux, c'est-à-dire poser un peu leur état intérieur, l'exprimer, ça les force quelque part à s'exprimer. Mais il y a aussi l'écriture un peu plus profonde dans la connaissance de soi. On le retrouve chez les plus jeunes qui ont des journaux intimes. Pourquoi ? Souvent, la plupart du temps, il y a différents processus qui rentrent en jeu. C'est peut-être aussi un certain jugement. Le fait d'écrire seul, à soi, de soi à soi, nous permet d'éviter un certain jugement extérieur. Même si nous sommes entourés de personnes bienveillantes qui sont à l'écoute, eh bien parfois nous avons peur de ne pas être comprises dans notre monde intérieur, dans l'expression de notre monde intérieur, de ce que nous vivons. Et donc nous préférons éviter en quelque sorte le désagrément du jugement. Encore une fois, même si l'entourage peut être très bienveillant, à l'écoute, voilà, il y a cette peur qui fait que le refuge dans l'écriture peut être dans un premier temps un processus, peut être dans un premier temps une manière de faire face à soi, de faire face à ce que l'on ressent et de faire ressortir, poser ses sentiments, ses émotions, ses idées, ses ressentis, ses impressions, et donc être mieux à même peut-être de s'en libérer. Par exemple, si vous traversez une phase de transformation, une phase qui pour vous est douloureuse, l'écriture est en soi un processus d'introspection. Quand l'on prend le temps de se poser et écrire, il y a forcément une introspection. On vient forcément retourner le regard vers l'intérieur, donc introspection. Donc c'est véritablement la définition d'une introspection. Observer dans un premier temps ce que l'on ressent, ce que l'on pense, puis ensuite le structurer. Bon, en général, le structurer, on peut ne pas le structurer, on peut écrire de manière impulsive, instinctive, faire ressortir au plus vite et au maximum ce qu'on ressent, de manière absolument pas structurée, donc avec un processus qui ne passe pas forcément par le circuit analytique ou le circuit organisationnel, mais qui est plutôt instinctif, impulsif, et donc pas forcément avec une cohérence ou un objectif. Dans tous les cas, dans les deux cas, il y a eu une introspection. Les pensées sont ainsi plus posées lorsqu'on est amené à décider de s'exprimer, même que ce soit à soi ou à une personne, imaginons, à qui l'on a réellement envie de parler, de dire ce que l'on pense, mais qu'on n'y arrive pas oralement, alors pourquoi pas écrire une lettre. Une lettre, j'insiste sur le côté papier, parce que le rapport à cette matérialité est beaucoup plus sensoriel, beaucoup plus intime
qu'écrire un email. Donc le fait de poser les pensées, d'essayer de les structurer au maximum, est déjà un travail introspectif. Et déjà un travail de connaissance de notre mode de fonctionnement. Bien évidemment, on pourrait ne pas comprendre ce que l'on vit. On pourrait juste être dans l'expression de la souffrance, d'une souffrance, de douleur, peu importe la situation, la manière dont nous vivons une certaine situation. C'est écrire de manière posée, poser ses pensées, poser ses sentiments, poser ses émotions est déjà un processus introspectif. Donc, c'est déjà un processus de prise de conscience et de conscientisation de ce qui nous traverse. J'ai personnellement une expérience avec l'écriture très naturelle au départ, plus qu'avec l'expression orale, pour plusieurs raisons. Très jeune, je pense que c'était plutôt à l'adolescence, j'avais une sorte de petit journal intime. Et à l'adolescence, mon adolescence a été très, 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 explosive. Je suis passée d'une grande sagesse dans l'enfance à une prise de conscience, en fait, de ce que j'appelle aujourd'hui la supercherie des adultes, de ce que j'appelais à l'époque la supercherie des adultes, c'est-à-dire que le monde n'était pas celui qu'on m'avait décrit étant plus petite, et j'y étais très sensible. Voilà, c'est typiquement l'adolescent. Pourquoi il y a des injustices, pourquoi il y a des mensonges, pourquoi il y a de l'hypocrisie, tout en étant accepté, pourquoi est-ce que les adultes se croient supérieurs, pourquoi n'y a-t-il pas plus de sensibilité, mais ce n'était pas forcément une colère destructrice. Maintenant, je la vois plutôt comme quelque chose de sain. Je crois que j'ai beaucoup gardé de cette adolescence, de cette forme cette sensibilité au mensonge, à l'hypocrisie et à certaines valeurs, en fait. Bien évidemment, je ne suis plus du tout dans le même état intérieur, heureusement, mais je crois que cette rébellion, quelque part, m'a permis de me sauver, cette rébellion, cette quête d'authenticité m'a permis de pas rebeller, mais m'a permis de me sauver des conditionnements auxquels j'aurais pu adhérer pendant encore très longtemps. Donc cette fougue de liberté et de volonté d'être soi, de s'individualiser, a été très très forte à l'adolescence et ne s'est pas forcément atténuée. La forme a changé. Bien sûr, bien évidemment, aujourd'hui, on fait les choses de manière beaucoup plus constructive, mais le fond n'a absolument pas changé. Cette volonté de s'individualiser, d'exprimer son authenticité, a été très 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 douloureux parce que n'était absolument pas conforme à la majorité. Donc ce processus marginal, douloureux, solitaire est devenu aujourd'hui une force, est devenu aujourd'hui une grande force. Cette force-là, c'est de dire, d'exprimer, ne pas tolérer, ne pas accepter, percevoir l'hypocrisie, les mensonges, que ce soit en termes individuels, mais aussi donc collectifs. Et aujourd'hui, je vois que la majorité des personnes, mais arrivées à un certain âge, se rendent compte que c'est ce qu'elles recherchent. On parle aujourd'hui beaucoup, vous savez, je vous l'ai dit peut-être à plusieurs reprises lors des premiers épisodes, que j'ai constaté sur mes activités sur le digital, qu'il y a de plus en plus de mots, M-O-T-S, qui font référence à l'authenticité, la bienveillance, etc.
Et lorsque je vois ça, d'un côté, ça me ravit de me dire, enfin, il y a une sorte de volonté collective à retourner à une certaine authenticité, avec les déviations qui vont avec, avec l'aliénation, les déviations, puisque parler trop, évoquer trop souvent un mot, un concept, c'est matérialiser son inexistence. Les personnes qui sont, entre guillemets, heureuses, libres, authentiques, bienveillantes, ne le disent pas, n'emploient pas ces mots, en fait. C'est lorsqu'on est dans un certain état, on n'a pas conscience de verbaliser cet état-là. On le vit, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on vit. On peut par la suite faire, lorsqu'on fait une analyse ou une sorte d'objectivisation, employer certains mots pour caractériser au mieux, pour définir. Mais les personnes qui emploient trop ces adjectifs-là pour se définir, c'est que ces personnes-là sont encore à la recherche de ces caractéristiques-là, quelque part. Et c'est encore en fait une sorte de mentalisation, parce que la verbalisation, ça passe par une structure. La structure langagière, c'est la structure qui est de l'ordre du mental, de l'intellect. C'est ce qui caractérise l'être humain. Et donc, pour revenir avec mon expérience, c'est qu'à cette époque-là, quand je relisais le journal intime, par la suite, je me suis dit, waouh, en fait, j'étais dans cet état-là, c'est incroyable. À quel point j'observais des choses qui, au moment où je le lisais, pour moi étaient futiles et n'avaient pas forcément d'importance. Mais au moment où je le vivais, avaient une très grande importance. Bon, voilà, vous savez, c'est l'environnement, l'environnement des ados, et chacun va donner de l'importance à l'environnement dans lequel il se trouve. Donc parfois les environnements sont restreints, sont limités, sont très conditionnés et enfermants. D'autres environnements sont beaucoup plus ouverts, sont beaucoup plus expressifs. Mon environnement ne l'était pas, donc j'ai retrouvé dans l'écriture un certain compagnon quelque part pour pouvoir m'exprimer. Et cette expérience-là a continué tout au long de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, où l'écriture est pour moi une sorte de balade des pensées. Une balade des pensées et des émotions. C'est comme aller en profondeur, décortiquer des ressentis, des pensées, des idées, des impressions. Et à de plus en plus accepter de partager. Ça, parce que ça, c'est la phase... Je vais en parler à la deuxième partie, c'est que écrire pour soi, c'est une chose. Mais la phase du partage est tout de même une phase où l'on accepte de se mettre à nu. Où l'on accepte cette mise à nu. Et donc, au départ... je pense qu'il y a une grande notion de sécurité, et puis je crois que on ne se met pas à nu n'importe où et avec n'importe qui. Il y a des environnements et des situations et des personnes avec qui on se sent plus en sécurité. Le moment du partage est autre chose, c'est une autre phase dans ce processus-là. Dans ce processus de connaissance de soi. Parce que du coup, on va être amené à une sorte de projection, réflexion, et les perceptions que l'on pense que les autres ont de nous vont peut-être se modifier. On prend en quelque sorte ce risque-là de se dire, voilà l'image que je projetais et la perception que j'ai que les autres ont de moi. Donc la perception que j'ai que les autres ont de moi. En gros, ce que je crois que les autres croient de moi. C'est en quelque sorte l'image. Eh bien cette image-là, lorsqu'elle ne correspond pas forcément à l'être dans toute son authenticité, son entièreté,
eh bien, lors du dévoilement de cette petite part d'authenticité, eh bien, il y aura des voiles qui tomberont, des barrières qui tomberont, des masques qui tomberont. Est-ce qu'on est prêt à se mettre à nu? Je prends un exemple typique. Hein. Si vous êtes, je ne sais pas moi, une mère de famille seule, allez, on va prendre une mère de famille seule, avec des enfants à charge. Et quand je dis seule, c'est seule, c'est-à-dire sans le papa, mais aussi seule, sans forcément un entourage aidant. Donc cette mère qui fait tout, qui doit se montrer forte, pour pouvoir prendre en charge toutes les responsabilités qui lui incombent, en plus dans une société individualisée, sans forcément d'aide, de support émotionnel. Cette personne-là se doit, par exemple, pour ses enfants, de se montrer forte, avoir les épaules, être en capacité de se dévouer entièrement à ses enfants sans forcément penser à elle, et donc à montrer une certaine image forte, quelque part. Mais il se peut que si vous êtes cette personne-là, qu'au fond de vous vous sentez totalement vulnérable, triste, totalement effondré de cette situation, que vous la vivez vraiment très mal, que vous vous sentez parfois même épuisé d'avoir tant de responsabilités, tant de charges seules sur les épaules, avec toutes les incertitudes que ce monde peut offrir. Eh bien, l'écriture peut être un moyen de prendre conscience dans un premier temps, mais de faire ressortir et d'observer à travers les écrits. Le fait d'écrire et le fait de se relire, il y a une sorte de bilan qui est fait, le bilan intérieur, où j'en suis, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui. Plutôt que de montrer une image forte où tout va bien, il est peut-être temps que je puisse faire face à ce qui ne va pas. Et faire face à ce qui ne va pas, ça peut passer justement par l'écriture. Et ça demande du courage, ça demande de l'honnêteté envers soi-même, dans un premier temps. Le partage, encore une fois, est une autre phase qui n'est pas forcément toujours exprimée. Elle n'est pas essentielle, je ne pense pas qu'elle soit essentielle. Pour certaines personnes, elles ressentent le besoin de pouvoir passer cette phase-là. Donc il y a l'introspection, il y a aussi le partage, de montrer sa vulnérabilité en tant qu'être humain. Passons maintenant à la phase de partage. L'écriture a une place essentielle dans la connaissance de soi. Elle implique donc un processus d'introspection. Et l'introspection est un des moyens pour pouvoir comprendre la manière dont nous fonctionnons. Ici, tout au long de cet épisode-là, quand je parle de connaissance de soi, je vais vraiment mettre des guillemets sur le soi, parce que le soi est énormément utilisé, le moi, le soi, etc. Là, je vais le mettre plutôt en termes de mode de fonctionnement. Qui suis-je? Quelle est cette entité-là? Non pas qui suis-je de manière existentielle, mais quelle est cette entité-là en termes physiques, émotionnels et mental? Et qu'est-ce qui, derrière, supporte cette plateforme, si je puis dire, corps, physique, mental, émotionnel. Donc les mots posés, écrits, peuvent être un début de libération, puisque symboliquement nous extériorisons ce qu'il y a à l'intérieur et nous les posons concrètement sur du papier, un peu comme si nous les faisons ressortir. C'est l'objectif final. En plus de l'introspection, il y a l'extériorisation de ces mots M-A-U-X par les mots M-O-T-S. Passons maintenant à ce que j'appelle la thérapie des mots clamés.
On a vu que déjà le processus même d'écriture profonde est un processus d'introspection qui aide à se libérer de ce que l'on ne veut pas voir, ce que l'on ne veut pas entendre, de ce que l'on ne veut pas ressentir. C'est une manière profonde, tangible et concrète de faire le bilan. Les mots peuvent être écrits comme je viens de le dire dans cette première partie, mais ils peuvent aussi être exprimés oralement. C'est exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Vous voyez, ils peuvent être lits, donc c'est une lecture intérieure, ils peuvent être dits intérieurement par des pensées, puis ils peuvent passer donc de la pensée à la parole. Donc la parole joint la pensée, l'expression orale va joindre l'expression écrite. Et c'est un tout autre exercice. C'est un tout autre exercice pour ceux qui s'y sont essayés. Vous voyez, on est plus dans un cocon lorsqu'on écrit. On est en sécurité, on est avec soi, on peut, oui ou non, vouloir partager ses écrits. Mais si on ne le veut pas, on se protège par rapport à ça. Mais le fait de dire oralement, il y a une autre forme de puissance, de pouvoir. C'est comme si il était plus fort d'exprimer oralement. Et quand je dis exprimer oralement, c'est à condition qu'il y ait des auditeurs. Je ne parle pas d'une personne qui s'exprime oralement, mais seule. Qu'il y ait quand même un minimum, un auditeur, une personne qui écoute. Donc, à partir de là, il y a d'autres facteurs qui interviennent. Pour certaines personnes, c'est très facilité, qui ont l'expression orale facile. D'autres, ça va être un calvaire, une grande difficulté à s'exprimer par les mots, non seulement exprimer des pensées, mais aussi ce qu'elles ressentent. Parce qu'on peut exprimer tellement de choses oralement, mais parler de soi, de ce qu'on ressent, etc., peut être douloureux, difficile. Et encore une fois, ça revient à la peur du jugement, à la peur du rejet. Donc de la même manière, que ce soit avec un entourage bienveillant à l'écoute, on a tout de même peur d'être rejeté. Et encore plus dans un environnement plus impersonnel, comme, je sais pas moi, le travail ou la société en général. On ne vient pas en disant exactement ce qu'on ressent de manière authentique tous les jours. Il y a quand même un filtre. Ça, c'est souvent les enfants qui sont en phase d'apprentissage, les enfants qui sont naïfs, donc authentiques pour la plupart du temps, avant cette phase de conditionnement, avant qu'on les ait hypnotisés dans un certain sens. Les enfants sont spontanés, naïfs, authentiques, etc. Mais on doit leur apprendre à ne pas tout dire et être comme ils sont, parce que le monde n'est pas forcément favorable à ça. Il y a des dangers dans le monde pour une personne qui n'est pas expérimentée. Donc dire ce que l'on ressent, exprimer sa vulnérabilité à des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions vers nous-mêmes, peut être une mise en danger. Une mise en danger. Donc ces personnes-là, elles ne vont pas être à l'écoute, elles vont utiliser ces informations-là contre vous-même, etc., etc. Et c'est ce qu'on apprend justement, j'espère, aux enfants, c'est ce qui devrait être fait, de percevoir les dangers, les bonnes ou les mauvaises personnes, parce que oui, ça existe, à qui partager et quoi partager. Dire ces mots à haute voix, donc M-A-U-X, et conscientiser, c'est conscientiser à haute voix. C'est un début, mais ce n'est pas forcément une fin en soi. Je vais vous parler de ma petite expérience, de ma petite vie en tant que slameuse. Lorsque j'écrivais beaucoup de textes, et puis à l'époque j'étais dans une ville qui était assez ouverte en termes culturels, dans une grande ville. Et c'est là, de fil en aiguille, j'ai découvert le fait de clamer ces textes par une connaissance. Elle m'avait invitée à un événement, et c'était une sorte de soirée slam, si je puis dire. Et donc des personnes venaient avec des textes écrits par eux-mêmes et les clamaient.
Bon, c'est pas une nouveauté, hein, c'est connu depuis très longtemps. Donc, des textes plus ou moins poétiques, d'autres fois non. Ça peut être avec des revendications sociétales, d'autres plutôt très 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 personnelles, romantisées, poétiques. La liberté en fait d'expression était de mise lors de ces soirées-là. Lors de ces soirées. Il y a certaines règles à respecter bien sûr, mais le partage était réellement de mise. Donc je me souviens que je me suis adonnée avec joie à cet exercice-là. Et la première fois, bizarrement, la première fois que j'avais clamé un texte, que j'avais écrit vite fait avant sur un sujet, et je prends une sorte de thématique, un sujet, ou parfois même un mot, et je laisse vaquer cette imagination. Je prends ce mot-là et je vois ce qu'il m'inspire et j'écris au fur et à mesure. Et ça devient un texte le plus cohérent possible, pour moi en tout cas, il faudrait que ça soit cohérent. Et voilà, et je développe peut-être une idée, un sentiment, etc. J'ai remarqué que mes textes étaient souvent liés à... je dirais pas une dénonciation, mais étaient liés à l'observation et sur des anormalités qui pouvaient se passer chez l'humanité, qui dénoncent l'hypocrisie humaine, les injustices, la détérioration des relations, l'absence d'amour, de compassion, etc. Bref, on reste dans ce même registre en tant qu'être humain, puisque c'est notre nature de retrouver notre sensibilité la plus profonde, cette compassion, cette connexion avec la vie, et le fait de s'en éloigner, forcément ça crée des douleurs, des souffrances, et on ne le sait pas forcément, mais le fait de l'exprimer, on croit qu'on exprime quelque chose de nouveau, on parle des temps modernes, en fait, les souffrances de ces temps modernes-là sont les souffrances d'antan. C'est juste la souffrance, la douleur de la séparation avec notre être originel. Notre être originel que l'on refuse de reconnaître et on est embarqué dans l'illusion de ce monde-là en pensant que c'est la vie. Le monde ou les mondes qui ont été créés ne sont pas la vie. La vie, ce n'est pas le monde. J'en parlerai lors d'un autre épisode, je ferme la parenthèse. Mais justement, par rapport à ces soirées-là, c'était la première fois que j'avais clamé. Bizarrement, j'étais très à l'aise, moi qui suis discrète à la base, qui ne parle absolument pas en public, qui n'aime pas du tout me mettre en avant. Et j'étais très à l'aise, et c'est après, je me suis rendu compte qu'après, en fait, le fait d'être à l'aise, c'est parce que j'étais à l'aise dans ce que j'exprimais. Ce que j'exprimais était juste. Et pour moi, cette notion de justesse était très importante dans la manière, dans la délivrance de la parole. Tant que je suis juste dans ce que j'exprime, alors il n'y a zéro jugement. Peu importe le jugement que l'on en fait, premièrement, je n'y pense absolument pas, et deuxièmement, ça ne me touche absolument pas. Donc la perception ou le jugement de l'autre ou des autres sur la justesse de ce que j'observe et exprime ne m'interpelle absolument pas. Et encore plus aujourd'hui. Où les susceptibilités de plus en plus accrues et l'importance primordiale donnée à des opinions, il est parfois insoutenable d'entendre des vérités. D'entendre des vérités. Je ne dis pas la vérité. Des vérités individuelles, mais aussi collectives. Il est plus facile aujourd'hui, avec l'illusion de ce monde, les illusions emprisonnantes, de croire que tout va bien extérieurement. Ce que j'aime à souligner, qui est aussi une partie critique, c'est de montrer ce qui ne va pas lorsque l'on fait croire que tout va bien. Ainsi, on équilibre les deux sphères. Ainsi, devenir le plus objectif possible, même si c'est presque impossible, est une nécessité. Donc lorsque je suis dans un environnement qui est un peu trop
orienté vers le beau, le merveilleux, etc., etc., tout en ressentant que le reste est nié et mis de côté parce que c'est douloureux, que ça fait mal, alors je vais être amenée à exprimer, observer les choses telles qu'elles sont, du mieux que je peux. Vous découvrirez au fur et à mesure mes opinions sur tout ce qui est psychologie positive, etc., qui est un leurre, une fuite, selon moi, pour rechercher toujours l'agréable. Et la recherche de l'agréable est inhérente aussi à l'être humain, quelque part. Donc voilà, la petite expérience de cela m'a permis de baigner dans ce milieu-là, plus ou moins. Donc c'est tout un monde, quelque part. Quand vous rentrez dans un groupe, pour moi j'aime bien parce qu'on voit tout un monde et puis c'est une sorte de package. Il y a des comportements, même la nourriture, la manière de vivre, la manière de parler, la manière de penser, en fait, elle est inhérente à ce groupe. En gros, les gens se rassemblent, qui se ressemblent, se rassemblent. C'est un peu ça, finalement. Et bien que les groupes se montrent ouverts, finalement, lorsque vous ne vous conformez pas d'une manière ou d'une autre, vous n'êtes pas une partie intégrante du groupe. Donc, aussi ouvert soit-il, le groupe est emprisonnant quelque part, puisqu'il y a une conformité à avoir au sein d'un groupe. Et je me souviens que cette histoire-là m'avait marquée. J'avais rencontré une personne qui slamait depuis un certain temps, donc il y avait pas mal d'expérience, beaucoup plus que moi. Je venais de commencer, et puis comme toute chose, pour moi ce sont des phases, ce sont juste des expériences. J'allais pas rester toute ma vie dans ce milieu-là. C'était une expérience, une découverte de plus. Et puis on se rapproche aussi beaucoup du monde, des artistes quelque part, puisque dans ce milieu-là, il y a aussi des chanteurs, des écrivains, etc. Beaucoup de rappeurs aussi. Et donc avec le monde qui va avec, le monde de la nuit et tout ça. Et il y avait une personne qui avait un grand succès dans l'expression d'une spontanéité. Je me souviens, sur scène, il avait une facilité à utiliser certains mots. Je me souviens, il utilisait les mots... il ne préparait pas ses textes. Pour moi, c'était assez admirable. Par la suite, j'ai appris que c'était avec l'entraînement, en fait. C'est vraiment l'entraînement à la répétition qui lui a permis d'acquérir cette compétence. Donc, il ne préparait pas ses textes et il demandait au public de lui donner des mots. Donc, je pense qu'il en regroupait 10 environ, imaginons 10. Et il fallait qu'il raconte une histoire cohérente, qu'il clame, donc un texte, en utilisant les 10 mots, en les associant et en créant une petite histoire. Bon, c'est un petit peu les jeux que je faisais avec les enfants, qui font travailler l'imagination, qui font travailler le vocabulaire et qui font aussi travailler la structure des pensées. Donc lui le faisait en un temps record, avec une certaine facilité. En discutant avec cette personne-là, donc on se voyait assez souvent, puisque finalement c'était les mêmes personnes dans ce milieu-là qui se retrouvaient. Donc voilà, ça crée une sorte de petite communauté. La plupart des chanteurs, des artistes, lorsque l'on souligne des anomalies, non seulement chez nous, mais dans l'humanité, il y a une certaine douleur qui s'exprime. Donc cette personne-là avait commencé à avoir du succès dans ce qu'elle dénonçait quelque part, dans ce qu'elle vivait, dans les mots, M-A-U-X, dans lesquels chaque être humain pouvait se retrouver. Dans toutes les blessures, en fait, que chaque être humain pouvait se retrouver. Dans lesquelles chaque être humain pouvait se retrouver. Et voilà, donc il a commencé à avoir du succès, puis il tournait, il y avait des tournages, et puis... Et en fait, ça tournait toujours autour de la même chose. Et je lui avais posé la question, qu'est-ce que tu écrirais si un jour tu allais mieux ? Et en fait, la réponse m'avait réellement marquée. C'est que cette personne-là, puisqu'elle a eu du succès dans cette vie d'écorché vif, quelque part, elle ne trouvait l'inspiration que dans la douleur.
je répète, elle ne trouvait l'inspiration que dans la douleur. Elle ne cherchait donc pas à aller mieux, puisque aller bien ne lui permettait pas d'avoir l'inspiration pour écrire. Lorsqu'elle allait bien, elle n'avait rien à dire. Enfin, les phases où elle allait plus ou moins bien, elle n'avait rien à dire, elle n'était absolument pas inspirée. C'était les phases douloureuses qui lui donnaient l'inspiration, et donc pour l'écriture, et donc cette énergie-là de douleur était connectée aux autres, donc qui lui donnait de la valeur parce que tout le monde vivait, reconnaissait ces blessures-là, et donc c'est ce qui faisait qu'ils avaient du succès. Et ça m'avait fait vraiment penser à, vous savez, les artistes, chanteurs et autres, écorchés vifs, qui toute leur vie chantent les mêmes mots, M-A-U-X. Certes, ça parle à l'ensemble de l'humanité, certes, puisqu'en plus il y a musique derrière. La musique est donc n'est donc pas liée. La musique est donc universelle. Elle n'est pas liée à la culture, donc à la langue. On n'a pas besoin de comprendre une langue pour comprendre ce que dit une musique. Lorsque l'on passe sa vie enfermé quelque part dans ce personnage, dans cet état, parce que cet état nous donne le succès et la reconnaissance que peut-être l'on cherchait, et l'amour quelque part que l'on cherchait, alors se dire si demain je ressors, d'ailleurs je ne souhaite pas en ressortir, alors on ne me reconnaîtra plus et on ne m'aimera plus. Et cette histoire-là m'avait véritablement marquée en me disant que ce qui était propice à te libérer au départ, à savoir l'écriture, la poésie, et le slam, le fait de clamer, même de chanter, cette expression artistique, cette expression créative qui au départ était censée te libérer, a fini par t'emprisonner. Voilà pourquoi les évolutions, les transformations et les changements impliquent de ne pas rester figé dans un état intérieur. Nous avons des états changeants. Même si derrière il y a un grand courage à s'exposer, et il y a un grand courage à s'exposer par rapport à cette vulnérabilité, ça devient une étiquette, ça devient une identité. Et comme cette identité va être valorisée par les autres, alors on peut ne plus en ressortir. Donc voilà, selon moi, le principe de ne pas être figé dans des états, même dans des activités, dans des découvertes, dans des prises de conscience de partie de soi. Prends conscience, très bien, mais on avance. Il y a encore autre chose, surtout lorsque cette prise de conscience est douloureuse. Imaginez que vous êtes un artiste, vous deviez revivre des émotions qui étaient en vous. Pourquoi revivre des émotions douloureuses, des sentiments douloureux, lorsque vous ne les vivez plus, en fait. Donc ce jeu de mémoire persistante, ne nous permet pas de nous libérer, de nous transformer, tant qu'on reste dans cette identité, et tout en figeant la mémoire que nous renforçons, la mémoire des émotions que nous renforçons, alors l'écriture ou la chanson ou la poésie ou autre ne libère absolument pas. Et ça, je pense que vous le voyez, vous l'observez chez des écrivains, des artistes autres, ce que je pourrais appeler des écorchés vifs, ou même pas forcément des écorchés vifs, des personnes qui ont une sorte de sentiment redondant de nostalgie, de tristesse, de dépression, etc. et qui en font quelque part leur signature. Et je trouve ça dommage que des activités artistiques, créatives, expressives ne permettent pas de libérer, mais au contraire emprisonnent plus que si elles n'avaient pas été exprimées. Donc accueillir des émotions enfouies, c'est aussi un des bénéfices qu'offrent les mots clamés, des textes clamés à l'oral. Le fait de les accueillir, de les observer, de les décrire, c'est un peu comme les personnaliser dans un premier temps, puis
les dépersonnaliser. Donc, je suis ravie d'avoir pu m'exprimer auprès de vous et puis de vous avoir présenté ma vision des mots qui guérissent. Non seulement dans un premier temps, l'importance de la place de l'écriture dans la connaissance de soi, dans le processus de connaissance de son mode de fonctionnement, puisque à travers l'écriture, il y a un processus d'introspection, les pensées sont posées, et que l'on est libre, quelque part, de se mettre à nu face à soi, et aussi libre d'échanger et de pouvoir de se libérer quelque part des images, de l'image que nous offrons, et qui change parfois la perception que l'on a de nous-mêmes. Et puis le deuxième point que je vous ai partagé, c'était plus lié au partage, justement, à l'exposition de nos mondes intérieurs, de nos sentiments, de nos illusions, qui parfois correspondent à une certaine inconscience collective, que l'on pense être nous, mais qui reflètent et qui résonnent beaucoup dans la douleur, malheureusement. Et que parfois, dans l'écriture, dans la chanson, dans la poésie, ce qui est censé nous libérer au départ, nous enferme, au lieu de nous libérer, nous enferme dans une certaine identité si on reste figé par rapport à ces émotions, ces sentiments, ce vécu et la manière dont on vit et perçoit certaines situations. Je me demande si vous, de votre côté, chers auditeurs, vous êtes amenés à écrire. Si oui, est-ce que vous écrivez pour vous? Quelle est la place de l'écriture dans votre processus d'introspection? Est-ce que vous l'utilisez comme justement outil quelque part de connaissance de votre mode de fonctionnement? Est-ce que vous l'utilisez comme outil aussi? Ça peut être un outil thérapeutique quelque part, l'écriture est un outil thérapeutique. Est-ce que vous préférez les mots clamés, les mots dits, la parole? Et je pense que l'écriture est la manière la plus posée, structurée, stable, de pouvoir aller en profondeur dans les choses. Voici donc la fin, j'arrive à la fin de cet épisode des mots qui guérissent, du podcast des chemins insoupçonnés. Je vous retrouve au prochain épisode. À la semaine prochaine.